la psychanalyse est la possibilité offerte à un individu de changer sa souffrance à une expérience, donc un champ d'expérimentation du désir à partir et à travers l'amour de transfert. La guérison advient par l'amour. L'amour est une force d'harmonisation, d'unification, au service de l'éros, des pulsions de vie. Les deux instincts primitifs de l'homme sont la faim et l'amour, soit l'instinct de conservation et l'instinct sexuel. Et notre vie doit s'assurer les moyens d'existence et en même temps obtenir du plaisir de cette existence. L'amour et la tendance à la réparation se développent en rapport avec les pulsions agressives et malgré elles, dit Mélanie Klein, qui insistait sur l'importance innée de l'agressivité et de la haine dans les relations humaines. Ces deux capacités permettent de pouvoir promouvoir les relations d'objets, les relations à l'autre, et permettent de dériver et symboliser, dont j'ai mis l'hypothèse dans mon livre sur les rêves, et dériver les pulsions de mort. Cet amour de transfert est donc le terrain où se joue l'installation de la cure, ses modalités, son interprétation et la résolution de la problématique inconsciente à l'origine de la souffrance, de la répétition et des symptômes. Freud ainsi que Lacan en ont fait un pivot majeur. Et Mélanie Klein, elle, fera de la position dépressive le critère de fin d'analyse. C'est que le temps de travail psychique de cette phase qui peut apporter le dépassement de la position dépressive, c'est le dépassement des fantasmes. Voilà. Cette phase va apporter l'inscription dans la réalité, la stabilité, une protection contre les défenses archaïques persécutives et l'accès vers des sentiments d'empathie, de gratitude, c'était son dernier ouvrage, et d'amour envers un autre. Mais le lieu spatio-temporel du déroulement de cette cure peut s'avérer quelquefois être le tombeau, comme tu disais, là, avec le nombre de suicides, et le lieu de l'avènement paradoxal d'une relation perverse, surtout, dans la rencontre analyste-analysant. La relation singulière de confiance réciproque qui se crée du fait de ce transfert et du contre-transfert la rend donc aussi plus vulnérable aux attaques perverses. Et que se passe-t-il dans la rencontre entre ces deux désirs, du côté de l'analysant et du côté de l'analyste, quand se produit un débordement du cadre? Louise Urtubey parlait d'agir, du côté de petits débords, de petits agirs qui peuvent laisser se dégrader le cadre jusqu'à créer un passage à l'acte le plus transgressif, la transgression sexuelle, et la plus grave. Mais ces passages à l'acte sont à entendre comme symptômes aussi de la psychanalyse, effet de cette incompatibilité existante entre l'idéal du moi et la question de l'objet A, cause de notre plaisir d'analyste. Effet plutôt d'un contresens pulsion-désir, ouvrant à la confusion entre la vie et la mort, je dirais un petit peu comme Daesh, entre jouissance et joie. Il s'agit de violation de l'intimité physique, psychique et spirituelle d'une personne venue en souffrance à la demande analytique. C'est un fait rare. Les Américains l'avaient chiffré de l'ordre de 20 à 30% quand même dans les cures, pour répondre à la question de la fréquence. Voilà. Et certains cas ont été connus et étudiés dans l'histoire de la psychanalyse. Il y a eu l'affaire Jung-Spielrein. Jung appelait Spielrein son cas d'apprentissage. Spielrein qui a réussi à devenir analyste en s'accrochant, en venant rencontrer Freud. Il y a eu plusieurs productions dans le théâtre en 2009, Parole et guérison, et un film aussi en 2012, Dangerous Method. Il y a eu Ferenczi aussi avec Gisela Palos. Il est tombé amoureux de sa patiente. Et puis après, il est tombé amoureux de la fille de la patiente, Elma. Et il ne savait plus où il en était entre les deux femmes. Freud lui conseillait de rester avec Gisela, mais il a suivi le conseil, je dirais, de papa Freud, et tout en abandonnant Elma, que plus personne n'a voulu prendre en charge. D'autres cas ont aussi émergé sous forme de scandale. Notamment à Londres, avec le cas de l'analyste indien Masood Khan, un éminent psychanalyste qui a œuvré 40 ans.
aux nombreux écrits à la notoriété établie, mais multirécidiviste dans les passages à l'acte sexuel avec ses patientes, signant tout à fait le clivage de sa personnalité. Et le scandale a éclaté après sa mort, à l'apparition de l'article d'un de ses anciens patients abusés, hommes et femmes. Louise Urtubey avait suivi une vingtaine de patients abusés, hommes et femmes. Donc, cet analysant qui se plaignait s'appelait Wayne Godley. En 2001, il a sorti un article et suivi de plusieurs plaintes. Donc, le scandale a été éclaté et a amené au grand jour la question de la violation des limites à la British Psychoanalytical Society. Wayne Godley a dit, ça m'a beaucoup touché dans son témoignage, j'ai été clouée sur place. Voilà. Signer un petit peu le sacrifice du patient, comme le Christ sur sa croix, et tout le travail de la pulsion de mort derrière. Massoud Khan, il avait été analysé par Winnicott, son troisième analyste en 1951. Et le contre-transfert de Winnicott a peut-être contribué à l'échec du traitement. Il n'hésitait pas, par exemple, à demander à Massoud d'effectuer son secrétariat, de corriger ses articles, alors que ce dernier était encore en cure avec lui, et à prendre aussi sa femme en analyse en intervertissant les places et les horaires. Il est intéressant de relever que les transgressions, les passages à l'acte de Massoud Khan ne débutent qu'après la mort du père transférentiel, qu'après la mort de Winnicott en 1971. Il y a eu tout un dossier de la RFP, tome 3 de l'année 2003, qui a aussi porté sur ce sujet. Les États-Unis ont fait un ouvrage aussi avec les travaux de Gabart et Lester, Boundaries and Boundary, Violations in Psychoanalysis, écrit après l'étude de 70 cas de transgression des limites. C'est donc un travail effectué entre les limites, celles entre le patient et l'analyste dans le cadre de la cure, celles aussi entre le moi et l'inconscient refoulé chez le patient et chez l'analyste. Toute une réflexion apparaît sur les processus qui précèdent le passage sexuel, c'est-à-dire dans ce relâchement progressif du cadre, et processus décrits comme l'érosion progressive des limites non sexuelles dans le cadre de la cure. Donc je rappelle qu'il faut vraiment être très très vigilant sur la question du cadre. L'analyste travaille donc avec l'inceste et l'incestueux, mais doit être dans son désir averti d'analyste suffisamment clair et à distance de sa propre jouissance incestueuse. Le transfert destiné à être le plus grand obstacle à la psychanalyse devient son plus puissant auxiliaire si l'on réussit à le deviner chaque fois et en traduire le sens au patient. Le signifiant de deviner, relevé par Catherine Müller dans un très bel ouvrage, L'énigme freudienne. L'interprétation est donc d'abord ajournée jusqu'à la consolidation du transfert. Elle devient ensuite subordonnée à la réduction de celui-ci. Elle se résorbera dans ce que Lacan appelle le working through, le travail du transfert. Mais il y a une dangerosité du transfert, remarquait Freud, qui peut s'avérer donc un moyen dangereux entre les mains d'un analyste non consciencieux et non rigoureux, dans les leçons d'introduction à la psychanalyse. Ce transfert par le biais de l'amour est le levier de la guérison. L'irruption de la passion signe la résistance et tout ce qui peut être manifestation de la résistance entrave la continuation du traitement. La responsabilité d'un éventuel passage à l'acte, à type d'agir jusqu'au passage à l'acte sexuel, dépend de la seule responsabilité de l'analyste. Pour Freud, Louise Urtubey me disait quand un transfert est très très chaud, il faut y mettre du froid. Il n'y a pas à rentrer et s'asseoir à côté du patient. L'analyste doit se poser en champion du renoncement et de la pureté pour laisser ouverte la poursuite de l'analyse. Il est interdit à l'analyste de céder, rajoute-t-il aussi, dans la technique psychanalytique. Et cette irruption habituelle, puisque c'est l'avancée de la cure quand même, de la passion dans le moment le plus fécond de la cure, tout dépend des structures psychiques, peut dans certains cas où les conseils de Freud sont oubliés ou déniés, ne pas se produire sans dégâts pour les deux protagonistes engagés dans cette singulière expérience.
Une double pulsion de mort, donc comme je vous le disais au départ, est à l'œuvre. Le sujet saisi de passion est dépossédé de lui-même. Le risque pour lui est de ne plus être. Et il y a aussi de résistance à l'analyse que de la part de l'analyste, rappelez Lacan. Le génie de Lacan, dit Mustapha Safwan dans son dernier ouvrage Regard sur la civilisation oedipienne, est d'avoir donné tout son sens à la phrase de Spinoza, le désir et le sens de l'homme. Le maniement du transfert tourne donc autour du déploiement du fantasme et de sa mise à jour. Le sujet pris dans son fantasme et dans son emballement imaginaire est dépossédé. C'est l'analyste, lui, qui est muni de la boussole analytique et donc doit maintenir le cap, quelle que soit la météo psychique, celui de faire advenir du sujet à l'aide du signifiant, le seul qui ait le pouvoir dans la cure, dont le facteur décisif du progrès tient dans l'introduction de la fonction de coupure. Le but de l'analyse est d'éliminer définitivement la névrose, rappelait Freud, dans la mise à jour du refoulé et la compréhension du fantasme fondamental inconscient. Et dans son séminaire Le transfert, Lacan en donne une définition. Il s'agit de ce qui est au cœur de la réponse que l'analyste doit donner pour satisfaire simplement au pouvoir du transfert. Donc l'éthique va être à formuler, intégrant les conquêtes freudiennes sur le désir, et il s'agira de mettre à la pointe, pour Lacan, en exergue cette question centrale du désir d'analyste. Un analyste qui doit s'absenter de tout idéal d'analyste, qui doit extraire de lui-même cette fonction d'idéal du moi, même s'il est devenu lui-même cet objet petit a, dans sa pratique et pour sa pratique. Il doit se laisser retirer cet objet A, centre du fantasme, par l'analysant en fin de cure, objet construit comme une pure affaire de logique qui doit choir par effet de coupure. Lacan considérait cet objet A comme sa seule invention, et l'acte véritable de l'analyse est porté par ce désir. Quelles sont les conséquences psychiques d'une telle transgression? Chez le patient abusé, ces exemples décrits de risques du métier le plus grave doivent toujours nous amener à repenser au-delà d'une morale notre impossible métier ainsi que son éthique. Louise de Urtubey ainsi que le livre américain l'a montré, une importante dépressivité chez les patients abusés, une importante composante masochiste et beaucoup d'antécédents de maltraitance, de carences affectives et d'abus sexuels. Il trouvait aussi un pourcentage important de personnalité, structure état limite, mais structure psychique qu'on trouve reliée aux mêmes causes, il faut le rappeler. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'un analyste perde son cap, ce cap-là, et laisse sa vague de l'infantile submerger l'édifice de subjectivation qui se construit, qui est tout fragile chez l'analysant, et qui peut mener à un véritable effondrement psychique quand le fantasme est agi, jusqu'à la déréalisation, jusqu'à des décompensations psychotiques. Il y a le livre, je crois qu'il est de Jacques Nassif, En face, décrivait le cheminement de sa compagne qui avait été victime d'un tel abus, qui a mis des années avant de pouvoir s'en sortir et qui a fini par se suicider. Le passage à l'acte se produit en l'absence du sujet. Lacan le comparait à une fugue où l'agir est mené par l'objet petit a, dans sa fonction de reste du sujet auquel il est totalement identifié à ce moment-là, dans un moment de confrontation du désir et de la loi. Rappelez-vous la patiente de Freud, la jeune homosexuelle qui saute du parapet quand elle est au bras de la dame et croise son père. Cela irait dans le sens de l'hypothèse et de la force d'attraction de la séduction généralisée de la planche dans laquelle l'Oedipe s'inscrit et dans laquelle la cure navigue. La découverte de l'inconscient ne peut se poursuivre et s'arrête brutalement de fait de l'irruption de l'agir en place de remémoration. C'est un moment de répétition élargie, voire d'acting out de la part de l'analysant dans sa demande de séduction oedipienne. Et c'est un moment de répétition de la part de l'analyste qui ne peut dépasser un point aveugle de sa propre cure, autrement qu'en agissant le fantasme, en se proposant comme sauveur chez certains, dans un fantasme de copulation avec la patiente et prenant possession du corps du patient dans une dérive pulsionnelle généralisée.
C'est un moment de fracture, voire de destruction du travail analytique jusque-là accompli, qui plonge le patient dans une véritable confusion totale du manifeste et du latent, entraînant des moments de déréalisation, des doutes sur la perception de la réalité, des moments de dissociation, pouvant évoluer jusqu'à une décompensation psychotique. Cet agir beaucoup plus déstructurant que les fantasmes crée donc ce traumatisme dans l'analyse équivalent au traumatisme infantile avancé par Louise de Urtubey. Et lorsque ce traumatisme vient faire écho à d'autres traumatismes infantiles plus anciens, voire des secrets transgénérationnels, l'analysant se trouve plongé dans un véritable chaos psychique et une confusion encore plus grande, refermant toute possibilité de guérison. Les patients victimes ont d'ailleurs souvent des parcours, donc je vous disais, de maltraitance. Dans la maltraitance, il y a mésalliance, dit Fabienne Sardas dans un article « Dommage en héritage, comment s'en dégager ?» qui fait entrer la réalité de la haine dans la transmission familiale. Donc, tous ces signifiants, transfert, alliance, mésalliance, faux nouage, sont aussi les mots de Freud pour spécifier dans la dynamique de la cure l'irruption dans le présent d'un désir coupé de sa représentation dans le passé. Alliance dérive du verbe allier, du latin alligare, ligare signifiant lier. La mésalliance dans la cure crée un faux, un mauvais lien, auquel Catherine Muller préfère le nom de faux nouage. Dans les cas de passage à l'acte transgressif sexuel, donc tous ces cas font mésalliance dans la cure, laissant les différents contractants en position dissymétrique et faisant entrer la réalité de la haine. Réalité de la haine qui, lorsqu'elle se double la haine familiale de l'enfance, peut totalement faire perdre confiance et foi en la vie, en l'autre humain. Et les travaux de Louise de Urtubey ont montré l'importance donc de cette composante masochiste. Et comme le disait Carla Abraham dans les abus sexuels chez l'enfant, d'ailleurs, Claude Chauder ne pourra pas nous faire la question de l'éthique chez l'enfant et s'en excuse. Hein, voilà. Le traumatisme va être vécu selon l'intention de l'inconscient, au moment donné, hein, au temps T. Le traumatisme sexuel fait partie des manifestations masochistes de la pulsion sexuelle. Cette dernière violence provoque un excès d'excitation qui déborde toutes les capacités psychiques de défense, ce que l'on appelle en termes freudiens une rupture du par-excitation, par irruption du réel sexuel, non représentable à ce moment-là, comme chez l'enfant. Donc la question du consentement, vous voyez bien qu'elle part très loin. Lorsque l'analysant est en régression et a largement réouvert sa sexualité infantile. L'hypothèse de Ferenczi sur le traumatisme, concept qu'il a approfondi et qu'il témoigne de l'inévitable d'une séduction liée à cet objet en trop qui marque de son empreinte quantitative la constitution de l'objet interne. La thèse donc que j'avance est celle d'inceste psychique, terme qui avait déjà été avancé par Pontalis dans un article très intéressant sur la réaction thérapeutique négative, non, 2 fois non. L'inceste est l'acte le plus meurtrier qui soit, puisqu'il interdit tout accès au symbolique en bloquant la construction de l'identité sexuelle et l'inscription dans une filiation générationnelle. Dans les cas de transgression sexuelle incestueuse sur le divan, la parole plonge du côté du réel, effractant le sujet dans son psychisme et dans sa chair. Ce point de réel peut quelquefois être visé par l'autre pervers, qui l'entraîne ainsi dans une revisite de la jouissance incestueuse. La jouissance, je vous rappelle, est ce qui se produit lorsque le désir se réalise, mais aussi ce qui a été primitivement interdit sous la forme de l'inceste, donc une revisite de l'inceste. Donc dès lors, son accès est problématique et sa rencontre est traumatique. Donc, le régime de la cure se situe à ce moment-là à la jonction réelle-imaginaire, appuyée sur la fantasmatique alors agie du patient, rejetant de manière une Verwerfung sur toute la fonction symbolique et symbolisante de l'écoute analytique. Donc, manier le transfert de la part d'un analyste, c'est régler sa pratique en canalisant sa propre jouissance.
Et je rajouterai largement plus de 15 ans après mes premiers travaux qu'il s'agit d'un véritable attentat psychique détournant de manière anarchique et dans une intrication pulsionnelle aux pulsions de destruction les forces libidinales et érotiques du transfert de leur but éthique, la guérison. Le mot attentat vient du latin attentatus, porter la main sur, composé du préfixe ad, vers, et de temptare, toucher. Soit le sujet, l'analysant, avait déjà obtenu une mutation de jouissance, de sa jouissance incestueuse vers au moins la jouissance phallique, et ce passage à l'acte le replonge à nouveau en arrière, soit le sujet n'avait pas franchi ce premier temps de mortifère de la jouissance, avec un risque d'enfermement, il est là l'enfermement, définitif, dans un temps de jouissance incestueuse, et d'enfermement, je dirais, dans la paroi de verre de son fantasme, donc dans une coupure totale avec l'autre. Donc le livre, oui, en face, je vous en ai déjà parlé, et la mort peut être quelquefois la seule issue de l'impasse. Roland Gori, dans son ouvrage La logique des passions, a décrit un certain nombre aussi de passages à l'acte sexuel qui se manifestent souvent en fin de cure aussi, comme si l'analyste était jaloux du pas vers la libération, je dirais, comme volonté aussi d'ignorer et de se défaire de l'emprise captivante de l'autre maternel, dans une résistance à la coupure nécessaire. La fonction de la passion à la cure, à ce moment-là, fonctionne comme un véritable fétiche, dit Roland Gori, et les dégâts se situent là, dans le maintien d'un fonctionnement pervers comme sortie possible de la névrose. La vie fantasmatique du sujet, Freud l'avait montré, se déplie en une série de fantasmes fondamentaux qui vont du fantasme de fustigation, décrit dans Un enfant ébattu, du fantasme de séduction au fantasme de parricide, permettant le franchissement, de faire mourir enfin l'imago du père, la figure imaginaire paternelle toute puissante. C'est ce processus qui permet d'aboutir à la prise du nom du sujet, de son nom propre, une condition d'existence subjective qui le sépare du monde maternel de la pulsion. Le sujet se libère de l'emprise de l'autre maternel tout-puissant, pour lequel il se construit primitivement comme un phallus imaginaire. Et l'homme doit nier cet être phallique auquel l'assigne le désir de l'autre pour pouvoir entrer en possession de la pluralité des objets du monde humain. Que l'aliénation doit donc soit le premier temps d'articulation du sujet à l'autre dans la construction du sujet n'est plus à démontrer depuis Lacan. Que cet autre primordial fasse retour dans un moment de ravage sous forme de jouissance de l'autre est communément ce que la clinique de certains moments de cure et des psychoses nous montre. Ravages pour lesquels la femme est plus facilement sujette du fait de fortes de soins liés à que Freud avait découvert avec étonnement, sous-jacent à l'attachement oedipien au père, la civilisation minoé-mycénienne. Donc, cette question de l'éthique, je reprendrai les termes de Thomas Saz, écrits dans les années 60 dans un article de l'International Journal. Le transfert est le pivot sur lequel la structure entière du traitement psychanalytique repose. Lacan, à partir de cet article, a promu le désir d'analyste comme pivot du transfert, le corps pur de l'analyse, le dispositif essentiel au bon déroulement de la cure. Et la perversion se situe là, quand le désir d'analyste ne remplit plus sa fonction de faire barrière à la jouissance, créant une confusion. Perversion, ou plutôt Verwerfung, quand cette déroutante découverte de l'inconscient plonge les deux protagonistes dans la confusion du grand A et du petit a, bloquant toute opération analytique. Blocage par la réapparition dans le réel de ce qui est refusé dans l'ordre symbolique, nous en parlions dimanche dans notre groupe, la Verwerfung, que ce soit chez l'analyste ou l'analysant qui est ainsi entraîné à son corps défendant. Ce type d'analyste transgresseur donc se fait l'objet en trop, mais dans une position érotomane chez les deux protagonistes. Et maintenir une passion dans la cure comme fétiche est une volonté de dénier, d'ignorer l'emprise captivante de cet autre maternel.
Ce type d'analyse qui s'abaisse, comme le disait Freud, au-dessous de la ceinture et au-dessous du niveau de l'analyse, attaque les ressorts du transfert et pervertit l'apport majeur de Lacan, l'apport du registre du grand autre, du symbolique dans la construction du sujet humain, et je rajouterai tout l'héritage même de la psychanalyse. Thomas Saz dit aussi dans ces années-là que le concept de transfert contient en germe les éléments de sa propre destruction, mais aussi celui de la destruction de la psychanalyse, et que ce risque n'est pas à négliger. Il nous dit aussi, ni la professionnalisation, ni l'élévation des standards, ni les analyses didactiques poussées jusqu'au forçage ne peuvent nous protéger contre ce danger. La question reste ouverte. Je reprendrai les termes de Paul Denis, l'éthique c'est la méthode. La méthode de l'analyse, selon lui, c'est le cadre plus l'interprétation. Et il nous faut rester humble devant la méthode. Chaque analyste doit rester vigilant sur les effets de son propre contre-transfert. Le parler, le réfléchir, au moins le penser. Winnicott a sous-estimé l'importance du père et de la sexualité. Il n'a pas analysé l'homosexualité et le masochisme de Massoud Kad et a entretenu avec lui une relation de séduction mutuelle. Wayne Godley en a fait les frais. Donc cette immense destructivité à l'œuvre dans tous ces cas de violation de limites et de transgression. Donc la mise en jeu des pulsions de destruction mobilisées dans cette rencontre de deux désirs est extrême. C'est la pulsion de mort. Pulsion de mort à entendre selon Lacan comme repère d'ordre dans la chaîne signifiante des deux dont l'intersection signifiante peut faire alors ravage. Et il ne faut pas laisser de côté dans cette complexe déroutante découverte de l'inconscient que le transfert comme moment de fermeture peut signer comment quelque chose du sujet, que ce soit chez l'analyste ou chez l'analysant, peut être par derrière aimanté et aimanté à un profond degré de dissociation, de schise, tout comme dans les crimes. Sujet et réel sont à situer de part et d'autre dans la schise, dit Lacan, dans la résistance du fantasme. Et ce qui peut nous protéger contre la transgression, c'est de ne pas rester analyste seul. L'échange entre confrères dans le contrôle peut mettre à jour les points aveugles du contre-transfert. Ce qui peut protéger, c'est la parole. Mettre en place dans les différentes institutions des solutions, des comités et des séminaires d'éthique. Clara Lucchesi avait proposé à Espace Analytique, Maria-Clara Lucchesi, inventer, toujours inventer, pour une psychanalyse en mouvement. Cette exigence éthique nous pousse à l'inventivité scientifique et institutionnelle, tâche nécessaire peut-être d'autant plus et surtout à notre époque, pour lutter contre le puissant mouvement de perversion qui traverse toute la société. Merci.